Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. À la une de cette édition, visite de la secrétaire générale de la francophonie au Bénin, Louise Mushikiwabo a été reçue en audience ce matin au Palais de la Marina par le chef de l'État. L'Union progressiste poursuit sa tournée nationale. Le parti a fait une descente dans la cité lacustre de Ganvier pour échanger avec ses militants sur les perspectives en vue des prochaines élections. Et puis, bonne nouvelle pour les amoureux de la lecture, un nouvel ouvrage vient d'être mis sur le marché. Il est intitulé « Le contentieux des infractions douanières en République du Bénin ». Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. La secrétaire générale de la francophonie était ce matin au Palais de la Marina avec le président Patrice Talon. Elle a abordé des questions d'ordre diplomatique entre son institution et le Bénin. Louise Mushikiwabo a salué les efforts engagés pour la transfiguration du Bénin. On écoute ici son intervention, de même que celle du ministre béninois en charge des affaires étrangères à la sortie de l'audience. Ils interviennent au micro de Jérôme Humbo et Jean Nambimé. D'abord, je suis très heureuse de cette visite de travail au Bénin. Je suis ici pour la première fois en tant que secrétaire générale de la francophonie. Le Bénin est un pays très actif dans notre organisation depuis bien longtemps. C'est un pays aussi qui, pour nous, représente, de par son implication, dans les différentes activités, notamment de l'OIF, dans la participation sur des missions politiques, dans la participation sur les formations, par exemple, dans le domaine de l'entrepreneuriat, et beaucoup plus récemment dans la réponse à un appel à projet sur un fonds de la francophonie pour les femmes qui ont été affectées par cette crise sanitaire. On a reçu du Bénin plus de 100 réponses à l'appel à projet pour des projets vitaux pour les femmes qui sont dans le secteur informel. Donc pour nous, le Bénin représente un État membre, j'allais dire modèle, qui s'implique, qui réagit, qui contribue également. Donc cette visite était très importante et j'ai eu le bonheur d'échanger avec le président de la République sur le Bénin et la francophonie, la collaboration, notamment sur des questions liées à l'égalité femmes-hommes, à l'autonomisation des femmes, sur des questions politiques d'ordre national, d'ordre sous-régional, d'ordre international. Et nous avons également parlé d'un sujet de convergence visible entre notre organisation, la francophonie et le Bénin, qui est le numérique, un domaine dont ce pays a fait un pilier du développement économique. Et donc voilà, en substance, le cœur de la discussion avec le chef de l'État que j'aurai le plaisir de revoir à la fin de la journée. Je crois que ce qui a été au cœur de la discussion entre Madame la secrétaire générale et le président de la République a été une lecture, une explication sur les progrès qui sont en cours ici. Elle a voulu comprendre ce qui se passe dans les réformes politiques
Il faut le comprendre aussi, comment est-ce que face à un contexte international particulièrement difficile, ce que pourrait être la part du Bénin dans ce qui se fait. Et je puis vous annoncer que le président a été très réceptif. Vous vous êtes rendu compte que l'entretien a été un peu plus long. Il y a eu ce qu'on appelle en diplomatie une conversation très franche. Et le président, sans détour, comme il sait le faire, a expliqué les contraintes qui sont les nôtres, mais surtout le secret de nos réformes, le secret des succès qu'on commence par observer. C'est la rigueur, c'est le travail acharné, c'est tolérance zéro pour la corruption. Et cela n'a pas empêché le président, malgré cela, d'être très sensible à ce programme sur les femmes qui a été mis en place et où le Bénin va contribuer. Le président a tenu à annoncer à ce que nous apporterons une contribution. Et deuxièmement, le président va soutenir le secrétariat du réseau des ministres francophones de la digitalisation et du numérique, et qui sera, disons, une structure très innovante, parce qu'on ne va pas créer un secrétariat comme dans le passé, mais quelque chose de très pointu, et le Bénin prendra sa part de financement dans cette innovation-là. Et parlant toujours de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, il sonnait exactement 20h30, heure béninoise, quand l'avion qui la transportait a foulé le sol béninois. À sa descente, elle a été accueillie par le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi. Je vous propose de revenir ici sur les premières impressions de Louise Mushikiwabo à son arrivée. Écoutez, j'ai voulu faire cette visite au Bénin en tant que secrétaire générale de la nouvelle, je ne suis plus nouvelle, mais quand j'étais très nouvelle secrétaire générale de la francophonie, je voulais absolument me rendre dans ce pays pour plusieurs raisons. D'abord parce que le Bénin est un pays très dynamique au sein de la francophonie. Le Bénin est le pays qui a abrité le sommet, qui a pris la décision d'avoir un ou une secrétaire générale de l'organisation. Donc j'ai des raisons de vouloir me rendre ici. Mais bien au-delà de cette symbolique, je voulais vraiment m'entretenir avec les Béninois, les autorités, les représentants de l'État, du chef de l'État auprès de notre organisation. Je voulais voir les femmes béninoises. Je serais très heureuse de les voir. Je voulais aussi suivre les progrès qui ont été faits dans ce pays depuis que j'étais ici, dans mes fonctions précédentes en tant que ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Donc ça fait plus de 2 ans. Et donc j'avais vraiment hâte de venir ici. J'ai 2 jours pour cette visite de travail, 2 jours remplis. Et c'est vraiment avec joie que je suis ici ce soir à Cotonou. Pour nous, à la francophonie, on considère le Bénin comme un pays membre très important, un pays de grande culture, de débat, un pays qui représente une puissance intermédiaire dans cette partie de l'Afrique et surtout un pays très tourné vers l'avenir. Ce 13h se poursuit avec la série de tournées initiées par l'Union progressiste à travers tout le territoire national. Le parti a fait escale dans la cité lacustre de Ganvier, dans cette localité où il a obtenu une victoire éclatante. Le parti s'est fait un devoir d'aller remercier ses militants et voir avec eux les perspectives pour les échéances électorales futures. James William Bagiti. Le parti Union progressiste s'est imposé comme un parti majeur dans la commune de Soava. La cité lacustre de Soava reçoit sa délégation du bureau politique de l'Union progressiste quelques mois après l'avoir assuré au parti une des victoires les plus éclatantes à l'occasion des élections communales du 17 mai 2020. Vous savez, ici à Soava, sur les 25 conseillers, nous avons l'UPA 17. Nous avons eu la majorité absolue, une majorité écrasante. Donc il y a de quoi revenir quand même dire merci à ceux-là qui ont fait ces prouesses. Et deuxièmement, de situer le contexte, par exemple du PAG, ce qui a été fait au niveau PAG, ce qui reste à faire,
Et en troisième point, nous allons parler des installations, des structures de base au niveau de l'UP. Motif de satisfaction pour les membres de la délégation, mais aussi occasion de gratitude. Parce que vous avez fait le maximum. Pour l'UP, vous avez donné la mairie de Soava. Rien que pour ça, je voudrais que vous applaudissez. Le plus grand chemin reste encore à faire, c'est les présidentielles. C'est en ce moment que vous devez supporter le choix de votre parti. Ces résultats qui ont été acquis dans l'adversité l'ont été aussi parfois dans le dénuement, justement dénoncés par les cadres locaux du parti. En conséquence, les forces politiques de Soava souhaiteraient quelques changements à l'avenir. C'est de mettre à la disposition des organes communaux du parti des moyens de transport adéquats. Mettre à disposition au moins un auxiliaire de justice pour nous aider au cas où il y aura des incidents ou des fraudes en tant qu'agent assermenté, nous aider à faire les constats nécessaires. Ces doléances sont déjà résumées dans un projet qu'on appelle Réinventer Ganvi. Et ce que je voudrais demander en tant que maire, c'est que ce projet soit accéléré au niveau de la commune parce que ça a déjà pris tout en compte. Et je voudrais demander aux porteurs de nos messages de monter les doléances au niveau du chef de l'État pour que les travaux accélèrent, pour qu'on ait satisfaction totale. L'Union progressiste poursuit son ratissage du territoire national. À cette occasion, un comité transitoire chargé de l'installation des structures de base du parti dans la commune de Soava a été mis en place. Comment gérer efficacement le patrimoine non foncier de l'Assemblée nationale? La question était au cœur d'un atelier de renforcement de capacité à Kétou. Les travaux lancés par le président Louis-Yves Lavonnou réunissent les cadres parlementaires et spécialistes de la Direction générale du budget de l'État. Firmin Bassao. Les dysfonctionnements et insuffisances constatés dans la gestion du patrimoine non foncier de l'Assemblée nationale au cœur d'un atelier à Kétou. Une rencontre de renforcement de capacité à l'endroit des cadres parlementaires qui intervient suite à un constat. Nous avions constaté que le patrimoine de l'Assemblée nationale étant du domaine public, leur gestion comporte un certain nombre d'insuffisances, notamment en ce qui concerne la comptabilité matière et les inventaires des biens mobiliers et immobiliers qui sont mis à la disposition de l'administration parlementaire pour son bon fonctionnement. Les spécialistes de la Direction générale de la gestion du matériel de l'État vont entretenir tous les acteurs intervenant dans le domaine, car l'Assemblée nationale, une institution à caractère public, doit travailler à sécuriser son patrimoine. Je vous engage en outre à vous investir profondément au cours des travaux de cet atelier afin de relever ensemble le défi d'une gestion saine, rationnelle et normative du patrimoine non financier de notre institution. De la problématique jusqu'aux travaux d'inventaire, les invités à cette rencontre seront appelés à mieux s'outiller durant les 4 jours que durent les travaux. On reste avec le président de l'Assemblée nationale qui a procédé au lancement d'un nouvel ouvrage sur le marché. Son titre, Le contentieux des infractions douanières en République du Bénin. C'est à l'occasion de la fête patronale des disciples de Saint-Matthieu que Louis Lavonnou, président de l'Assemblée nationale, a rendu public son ouvrage. Un chef-d'œuvre à travers lequel l'inspecteur des douanes à la retraite nous introduit dans l'univers d'une corporation dont les agents font parfois objet de récriminations de la part des citoyens. L'ouvrage présenté à l'assistance par un professionnel des médias et préfacé par le procureur spécial de la Criette est le second après celui lancé le 24 août dernier à Porto Novo.
Un ouvrage technique destiné aux auxiliaires de la douane et à tous les acteurs intervenant dans la chaîne de la mobilisation des ressources de l'État, mais aussi au public. À travers cette compilation de 30 années d'expérience dans la douane, l'auteur entend ainsi contribuer à la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur. Le directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique a tenu une séance de travail avec les responsables des entreprises en charge des travaux dans la ville de Cotonou. Il les a à l'occasion invités à faire plus attention aux installations de la SBE dans la ville. Regardez. On a encore eu la semaine dernière des piochages de câbles dans des zones importantes. Et je pense que c'est important aujourd'hui qu'on puisse échanger entre nous et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Encore de nouveaux piochages de câbles de la SBE. Cela porte depuis le début des travaux à 37 câbles endommagés par les différentes entreprises. Le dernier constat dans la ville de Cotonou. On a localisé la panne entre deux postes. Et quand on l'a localisé, on a commencé par fouiller. C'est comme ça qu'on a compris. Entre un peu avant Carrefour, 3 banques, des ouvriers étaient en train de travailler. Et ils ont pioché notre câble. C'est nous qui avons fait les recherches, c'est nous qui avons trouvé, personne ne nous a informés. 2 heures de temps après. Et quand on a fait le constat, on est allé au magasin pour chercher les boîtes de jonction. Parce que c'est des câbles moyenne tension, il faut faire la jonction par ces boîtes-là. Nous avons commencé toujours un dimanche par réaliser ces boîtes. Et on a terminé les travaux. 1 heure de temps après, ça fait 3 heures. 2 heures de recherche, 1 heure de travaux, ça fait 3 heures. Et on a réalimenté. C'est après 3 heures que tout le monde a l'électricité. Même le président de la République. Pendant ce temps, je suis sûr qu'on vous a appelé pour vous dire qu'on n'a pas le courant. Il arrive qu'on passe des heures à rechercher. Et chercher une panne. Et là où le câble est peut-être à 1,50 m dans l'eau, ce n'est pas aisé. Et très souvent, il faut pomper. Il faut pomper des heures avant de pouvoir identifier. Le dernier cas qui s'est produit, heureusement, on a réussi à dépanner. Mais j'avoue que le câble n'est pas encore réparé parce qu'on avait la chance d'avoir une autre ligne de secours qui nous a permis de réalimenter. Soit au total 17% de la clientèle touchée et près de 300 kWh d'énergie non distribués. Ici à DRL1, il y a eu 26 piochages de câbles et ça a affecté 82 000 clients. À DRL2, il y a eu 2 piochages de câbles pour 8 000 clients d'affectés. À DRA, on a eu 3 piochages de câbles pour 10 000 clients affectés. Et à la DROP, il y a eu 6 piochages de câbles pour 13 800 clients affectés, ce qui fait qu'on a eu pour les 37 pannes de câbles qui ont été sectionnés, 114 000 clients. Donc, ça représente, vous voyez, beaucoup de clients parce qu'on a 600 quelques mille clients à la SB2E dans tout le pays. La séance de travail permet d'assurer une évolution sans dommage dans la mise en œuvre des réformes salvatrices à long terme engagées dans le pays. On s'attend à ce que les gens communiquent mieux entre eux, on s'attend à ce que les choses évoluent positivement, que vous preniez le moins de chances possible, que vous demandiez l'aide de la SB2E, le support de la SB2E, on est disponible, demandez-le. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous nous dites immédiatement, s'il vous plaît, pour faire en sorte qu'on ait le moins de briques possible sur le réseau souterrain de la SB2E. Ce que moi j'ai retenu par rapport aux engagements, c'est de prendre soin du réseau de la SB2E, c'est-à-dire avant de travailler, de communiquer, d'informer la SB2E, de procéder au sondage, de faire tous ces travaux-là en présence en fait des agents de la SB2E afin d'éviter les différentes casses. Ce qui aujourd'hui a retenu, c'est que nous faisons beaucoup plus attention. On a du matériel pour scanner le sol et voir ce qu'il y a afin d'éviter à l'aventure de prochaines casses. Nos ouvriers sont sensibilisés dans ce domaine et nous pensons qu'il y a la collaboration entre nous, la SB2E. Chaque fois on les appelle. Depuis un certain temps, on a installé les points focaux qui étaient là. Ça a été renforcé. On les appelle, on les prévient. S'il y a des coupures à faire, ils sont systématiquement prévenus. Les travaux entrepris par le gouvernement ont pour finalité le mieux-être de nos villes et par conséquent des populations.
Se comprendre, se soutenir et s'accompagner s'avère désormais nécessaire en vue d'atteindre les objectifs fixés par la SBEE, zéro piochage de câbles et parfaite évolution des travaux. Vous le savez, les écoles rouvriront leurs portes lundi prochain et à quelques jours de la reprise des classes. Eh bien, la rédaction s'est intéressée aux dispositions prises par les parents d'élèves au niveau logistique et au plan psychologique pour assurer à leurs enfants une rentrée académique apaisée, surtout en cette période de crise sanitaire. Reportage. Solange est maman de 3 enfants, dont 2 déjà scolarisés. À quelques jours de la reprise des classes, la mère de famille, comme tout parent, prend les dispositions nécessaires pour que ses 2 enfants reprennent l'école en toute quiétude. Et cela passe avant tout par les questions logistiques. On ne peut pas dire que je suis prête totalement, mais on s'y met toujours. Il reste quelques dernières choses à faire, quelques derniers livres à acheter, quelques derniers cahiers, et on pourra être prêt pour le lundi. Des questions logistiques, mais aussi psychologiques, car en cette période de crise sanitaire, la jeune maman est confrontée à un sentiment mitigé. La joie de voir ses enfants reprendre leur routine, mais aussi la crainte de les voir s'exposer au coronavirus. Déjà à l'école des enfants, ils se sont équipés des seaux d'eau pour permettre aux enfants de laver les mains. Dans les classes, il y a des gels hydroalcooliques que les enfants amènent. Et ils sont obligés aussi de porter les masques. Sans masque, l'élève n'est pas autorisé de rentrer dans la classe. Donc, déjà, ces mesures nous permettent, nous les parents, d'être un peu rassurés. Mais nos enfants sont à l'école, nous sommes à la maison, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Donc, à la récréation, il se peut qu'il y ait contact, mais on ne peut être rassuré à 100%. Des incertitudes que partagent aussi Abiat et Virginie, également mères d'enfants scolarisés. La reprise de classe étant pour bientôt, j'explique à mes enfants la nécessité de porter le cache-nez en classe en permanence. Ils en auront 3 sur eux pour pouvoir en changer souvent. Je leur dis aussi d'éviter de toucher leurs camarades, de manger avec eux, qu'ils doivent se méfier, de faire attention. On leur dit de se laver souvent les mains à l'école, de rester à 1 mètre d'écart des autres et de porter leur masque. Nous avons vraiment peur de cette maladie. Prodiguer des conseils à leur progéniture sur les gestes barrières, voilà donc ce à quoi s'accrochent les parents pour surmonter leur peur face à la pandémie en milieu scolaire. Et la sensibilisation semble porter ses fruits. On peut peur de reprendre la classe à cause du coronavirus pour ne pas l'attraper. Quand je rentre à l'école, je vais me laver d'abord les mains. Je prends 1 mètre d'écart à côté de mes camarades. Entre achat des kits scolaires et gestion de la psychose liée au coronavirus, l'année académique 2020-2021 s'annonce un peu plus stressante que les précédentes, aussi bien pour les élèves que leurs parents. Car malgré les craintes face à la pandémie, il faudra bien trouver le juste milieu pour offrir aux enfants une année scolaire normale ou presque. Elle martyrise ses adversaires sur les parquets du championnat féminin de basketball. Imelda Kevin Darassono, la meneuse d'Aspal Dames, cumule 30 points et 10 rebonds par match. Des statistiques qui forcent l'admiration et amènent la basketteuse de 18 ans, toujours affamée et ambitieuse, à puiser dans ses derniers retranchements. Imelda Darassono, le nouvel espoir du basketball féminin, c'est un élément signé Patrick Giscard Apovi. Quand je prends le ballon, vraiment, je sens que je suis vivante. C'est ça qui me fait vivre. Tombée sous le charme du basketball féminin à l'âge de 10 ans, Imelda Darassono s'accroche à sa passion, son compagnon le plus fidèle. Le talent de la meneuse et ailière de l'équipe du lycée Mathieu Bouquet va vite séduire les dirigeants de Aspal. Le rêve d'Imelda peut logiquement prendre forme. J'ai fait ma licence à Aspal. J'ai joué ma première année catégorie cadette.
à Cotonou. En 2018, on était championne du Bénin en catégorie cadette et vice-championne en catégorie junior. On a perdu de justesse 2 points d'écart avec l'équipe de 2A2V de Cotonou. Avec les seniors, on a occupé la 4e place l'année passée en première division. Du haut de son mètre 70, Imelda a le dribble facile, une précision au-dessus de la moyenne sur les shoots diaboliques à 3 points. Redoutable sur les paquets, la basketteuse l'est aussi sur le plan académique. Elle vient de décrocher son baccalauréat série C à 18 ans, mettant fin ainsi à l'inquiétude de ses géniteurs. Au début, c'était vraiment compliqué parce que les parents ne voulaient vraiment pas que je continue à jouer le basketball parce que j'étais dans une classe d'examen. J'adore les maths. Donc ça me permet de voir l'angle par lequel je peux tirer au basketball pour améliorer mes tirs. Aujourd'hui, la meilleure joueuse d'Aspal Dame reçoit une avalanche de soutien moraux de son entourage immédiat, des gestes qui poussent Imelda à mettre la barre haut. J'aimerais continuer avec les études tout en jouant au basketball, mais je prie beaucoup parce que je veux bien jouer à l'extérieur pour mieux me développer dans le monde du basketball. Pour prétendre atteindre le top level, l'ambitieuse Mondokwe Kevin Imelda Dahasunu va devoir améliorer sa détente, devenir encore plus altruiste et plus dynamique sur les rebonds afin d'attirer à long terme les grosses écuries du basketball féminin africain. Voire mondiale, sait-on jamais. Faisons à présent le point de l'actualité hors du Bénin. Les Sud-Africains continuent de manifester contre l'installation des étrangers dans leur pays. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, Donald Trump continue d'accuser la Chine d'être à l'origine de la crise sanitaire que traverse actuellement le monde. Des accusations qui ne sont pas restées sans réaction. Rebecca Kenjaonde. Des chants écrits devant l'ambassade du Nigeria à Pretoria. Pas pour manifester une joie, ceci est plutôt une campagne visant à expulser les étrangers d'Afrique du Sud. Les manifestants les accusent notamment de voler le travail aux locaux, surtout dans les secteurs peu qualifiés. De telles manifestations sont devenues très fréquentes en Afrique du Sud. Considérée comme étant la première puissance industrielle du continent africain, elle attire des millions d'immigrés à la recherche d'une vie meilleure. Pendant ce temps, c'est une nouvelle guerre froide qui menace la planète en pleine pandémie liée au coronavirus. Et pour cause, lors des travaux de la 115e session de l'Assemblée générale de l'ONU, les deux plus grandes puissances économiques mondiales ont étalé leurs divergences sur de nombreux sujets dont la coopération internationale, la gestion de la pandémie et le réchauffement climatique. Si l'ONU veut être une organisation efficace, elle doit se concentrer sur les vrais problèmes du monde. Cela comprend le terrorisme, l'oppression des femmes, le travail forcé, le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains et sexuels, la persécution religieuse et le nettoyage ethnique contre les minorités religieuses. Donald Trump avait alors accusé la Chine d'avoir laissé le virus qu'il appelle chinois infecter le monde. Pour le président américain, les Nations Unies doivent tenir la Chine responsable de ses actes. Suite à de telles accusations, la réaction des autorités chinoises n'a pas tardé. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, face à la presse ce mercredi, a qualifié les accusations du président américain de calomnie sans fondement, tout en accusant les États-Unis d'entraver les efforts mondiaux de protection de l'environnement. Les États-Unis utilisent les Nations Unies comme une tribune pour ignorer les faits,
fabriquer des mensonges et lancer des calomnies sans fondement sur la Chine à des fins politiques. La Chine s'y oppose fermement. Lors d'un discours également préenregistré, le président chinois Xi Jinping a souligné que la Chine n'avait pas l'intention d'entrer dans une guerre froide. Sans citer Washington, il a mis en garde contre le piège d'un choc des civilisations, appelant à ne pas politiser la lutte contre le coronavirus. Au Japon, un système de test Covid-19 est envisagé pour les athlètes des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Les organisateurs des JO 2020, qui auront lieu l'année prochaine à Tokyo, ont annoncé ce mercredi que des tests Covid-19 seront imposés aux athlètes étrangers à leur arrivée au Japon. Les athlètes résidant au Japon seront soumis aux mêmes exigences. Nous sommes conscients que les tests représentent une des questions les plus importantes, que ce soit du point de vue de la sécurité et la sérénité des athlètes que de celui de la protection des citoyens face au virus. Notre comité d'organisation souhaite que tous les athlètes passent un test avant le départ de leur pays, un autre à l'arrivée au Japon et enfin mettre en place un système de tests pour continuer à les suivre pendant leur séjour. Des tests auront également lieu lorsque chaque athlète regagnera son pays une fois les Jeux achevés. Tout participant aux JO n'aura cependant pas à subir une période de quarantaine à son arrivée au Japon. Voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci à la rédaction, merci à toute l'équipe technique et surtout merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.